serai peut-être parmi le deuxième ou troisième milliardaire congolais. Je me suis dit, l'argent, on doit partager avec les autres. Si tout ce que je fais comme œuvre sociale depuis l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, si je pouvais mettre ça ensemble, ce que j'ai investi dans le football, j'étais un grand milliardaire. Mais un milliardaire malheureux, parce qu'un bon milliardaire est celui qui partage et celui qui aide aussi les autres. C'est le plus important. Donc, ce que je demande aux autres, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants que j'envoie aux études. J'ai envoyé un enfant du Kasaï oriental à Lubumbashi, qui est allé à l'université en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il travaille à l'usine Belle d'Afrique du Sud. Il est le premier dessinateur congolais. Donc quand vous voyez tous ces camions, c'est un Congolais qui dessine tous ces camions Belle dans une grande société. Je ne connais pas ses parents. Je connais seulement l'élève. Les parents voulaient venir me voir. J'ai dit non. Ce que je cherche, c'est qu'un jour, il s'appelle Kachala, et qu'un jour Kachala puisse revenir au pays, aider le pays aussi. Donc le plus important, quand on vous donne quelque chose, il faudrait d'abord savoir dire merci et apprécier, c'est le plus important. Passer à un autre aspect de votre personne, qui est la dimension businessman accomplie. Et Christelle. Ah, voilà, alors monsieur le gouverneur, dans votre parcours, puisque j'ai dit que tout à l'heure nous allons quelque peu visiter certains aspects de votre parcours, vous vous êtes lancé dans le secteur minier, vous avez d'ailleurs fait une allusion tout à l'heure, l'exploitation de l'émeraude en Zambie, et plus tard vous allez créer donc votre entreprise qui est Mining Company Katanga, et votre reconversion en quelque sorte, puisque vous quittez un peu le secteur de la pêcherie, un secteur que vous avez dominé pendant plusieurs années, vous contrôliez exactement les différentes recettes que vous faisiez. Vous êtes reconverti cette fois dans le secteur minier, qui, il faut le dire, est un secteur qui a une dimension un peu plus complexe. Et c'est dans le cadre de votre reconversion que vous allez traiter avec de partenaires de haut niveau. On le voit notamment lors de la privatisation de la Gécamine et surtout lorsque vous avez négocié brillamment la cession de la mine de Kinsivere avec Anvil Mining. Alors, il faut quand même le préciser, la Gécamine possédait un patrimoine minier quand même de classe mondiale, et d'un autre côté, Anvil Mining était quand même un géant, une multinationale cotée en bourse, au Canada, je pense, et en Australie. Et vous allez démontrer de véritables talents de négociateur, mais en plus faire montre d'une capacité à gérer des enjeux et des risques bien plus importants qu'auparavant. C'est-à-dire que vous allez commencer à démontrer que vous devenez un businessman accompli. Au regard de ces différents aspects, nous allons à présent commencer notre série de questions-réponses. Je suis Chris Bielli, étudiant en 3e doctorat à la faculté de médecine de Lubumbashi, bien sûr. Excellence. Vous êtes passé de la vente de poissons au secteur minier. Vous avez certainement dû prendre des risques. Quelle est la place que vous accordez aux risques dans ce que vous faites? Il y a une très grande place dans le risque. Il faudrait savoir doser le risque. Alors, le plus important pour moi, j'ai eu une très bonne expérience parce que avec le poisson, il y a eu beaucoup de risques. Donc même quand je suis allé faire la prospection, j'ai pris beaucoup de risques. Donc c'est la même chose parce que quand on achetait le poisson, on ne savait pas si le poisson allait arriver. Je pouvais faire un tonneau avec le camion, je pouvais être embourbé et jeter tout le poisson. Donc tout ce que j'avais comme capital à cette époque-là, je pouvais perdre mon capital. Donc c'était le risque qu'on prenait. Et quand on prend beaucoup de risques, il faut être aussi un grand travailleur. Quand j'ai pris la mine de Kinsevere aussi, c'était un grand risque. Et il n'y a personne qui me donnait la chance. On dit, mais ce monsieur-là, maintenant, il devient fou, qu'est-ce qu'il devient? Mais moi-même, j'avais ma vision, je me suis dit, si ça ne va pas, au moins que je donne une chance aux Congolais d'essayer aussi comme Moïse Katumbi. Quand il avait vendu plus ou moins 600 millions de dollars, quelques 6 kilos d'émeraude. Alors, je me suis dit, bon, s'il a vendu 6 kilos d'émeraude plus ou moins à 600 millions de dollars, je peux prendre aussi les risques. Je peux prendre le risque.
Au niveau du risque, vous dites le risque doit être calculé au fait quand on s'engage. Il ne faut pas, c'est pas je prends un risque comme ça, il y a quand même une démarche d'analyse de la rentabilité possible de l'affaire. Donc le risque, il faut le calculer. Il ne faut pas aller à aveuglement, même si quand vous étiez jeune, vous devez vous battre avec votre copine. Il fallait calculer les risques. Il fallait voir un peu la taille de l'autre si vous pouvez résister. C'est un peu comme dans les affaires aussi. Okay. Il faudrait calculer les risques. Savoir, bon, vous n'allez pas prendre des risques pour faire une société de 1 million de dollars et que vous avez 10 000 dollars en poche. Non. Il faudrait prendre le risque suivant ce qu'on a. Ce qu'on a. Donc, quand je faisais la prospection, par exemple, de l'émeraude en Zambie, je savais si l'affaire ne marchait pas, je pouvais continuer parce que j'étais dans la diversification. Donc, je faisais le poisson, la farine, donc le bénéfice qui venait de l'autre côté. J'ai essayé de me lancer dans l'émeraude. Voilà, je pense que nouvelle question de celle qui a déjà beaucoup bronzé. Jacqueline, on peut prendre ta question maintenant. Bonjour. Bonjour. Jacqueline Zinga, étudiante à l'université protestante de Lubumbashi. Son Excellence, ma question est la suivante. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours d'homme d'affaires et comment vous les avez surmontées en général? Merci beaucoup. Vous savez, la pêche, c'était une très bonne expérience. Comme le poisson est un produit périssable, c'était une très bonne expérience. Dans les affaires, il y a le haut et le bas. Dans les affaires, je vais souligner quelque chose. L'ennemi aujourd'hui du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis rentré d'exil, quand la Gécamine privatisée, j'avais demandé aussi plusieurs mines où le gisement était connu, où la Belgique, l'Union minière, la Gécamine avait fait des prospections. J'étais le seul Congolais à cette époque-là. Très difficile. Partout où j'allais, partout où j'ai demandé, c'était des barrières. Parce qu'on ne voulait pas qu'un jeune Congolais puisse évoluer. J'avais demandé d'avoir la mine de Kamoto. Parce que la mine de Kamoto était très bien connue. Et le directeur financier, M. Kabondo, qui va suivre peut-être l'émission, m'a demandé d'aller amener une garantie bancaire de la banque 4 millions de dollars. Et je suis allé à la Belgolaise, j'ai amené ma garantie bancaire de 4 millions de dollars. Je suis revenu, ils m'ont demandé 12 millions de dollars de garantie bancaire congolais, parce que je suis congolais. Et j'étais obligé d'aller à la banque négocier et je suis revenu avec une garantie bancaire de 12 millions de dollars. Malgré que j'ai amené la garantie bancaire de 12 millions de dollars, je n'ai pas eu la chance d'avoir un gisement qui était bien connu. Parce que j'étais congolais. Vous voyez un peu le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à freiner les Congolais. Et si nous-mêmes, nous-mêmes politiciens, nous pensons à freiner nos jeunes opérateurs, le Congo ne va plus évoluer. Et je suis revenu, j'étais très fâché. Je suis allé voir M. Zeng Congolo, parce que je suis un bosseur, j'ai une vision, et que quand je vais faire quelque chose, je vais arriver jusqu'à la fin. Quand j'ai un projet, je dois terminer le projet. Et je crois dans la vie, c'est le plus important. J'ai demandé encore une autre mine, la mine de Toulouzembe. La mine de Toulouzembe était donnée aussi, malgré mes garanties bancaires. Mais ils ont donné aux gens qui ont amené 1 million de dollars de garanties bancaires. Les Congolais qui avaient amené 12 millions de dollars de deux choses, j'allais aller aussi sur le marché comme les autres, chercher de bons partenaires et devenir un milliardaire congolais à cette époque-là. D'abord, j'ai droit en tant que Congolais, en plus en tant que Katangais. Donc, si on doit suivre l'ordre, donc j'avais le droit d'avoir la mine de Kamoto ou d'avoir d'autres mines. Je suis allé à la Gécamine. Vous pouvez demander à M. Assoumani, j'espère qu'il va me suivre. Ils m'ont dit, nous n'avons pas de gisement connu. Et ils m'ont donné un terrain de football ou je ne sais pas, une forêt, la mine de Kinsevere. Il n'y avait pas la prospection. Donc je devais prendre le risque moi-même
dans la mine de Kinsevere, investir parce que j'étais congolais. Je le souligne très bien, parce que j'étais congolais. Et j'étais bloqué par mes frères congolais. Et quand je suis allé dans la mine de Kinsevere, c'était les risques. C'était comme ici à Kachogwe. Je dis, on vous donne un terrain, on ne sait pas ce qui est dans le sous-sol, il fallait faire la prospection. Et je suis allé voir en ville mining. J'ai vu plusieurs sociétés, BHP, Billington, plusieurs sociétés. Les gens me prenaient pour un fou, pour dire comment est-ce que vous allez dans un gisement qui n'est pas connu. Et j'ai dit, même si le gisement n'est pas connu, je voudrais tenter une expérience. Parce que dans les affaires aussi, il faut, mademoiselle, prendre le risque. Il faudrait savoir prendre le risque. Quand je suis allé voir M. Bill Tanner dans Bill Mining, ils ont dit non. Et comme j'ai travaillé pour eux dans la découverture dans la mine de Dikulushi, je devais négocier pour dire, voilà, je travaille pour vous dans la mine de Dikulushi. Si nous faisons la prospection et qu'il n'y a rien, chaque mois quand j'introduis mes factures, vous allez récupérer votre argent. Donc ce n'était pas un cadeau. Comme aujourd'hui les gens disent sur Internet, tout ça, ce n'était pas un cadeau, c'était le plus grand risque. Donc, avec la prospection de cette mine, c'était plus ou moins 40 millions de dollars. Donc moi, je devais rembourser les 40 millions de dollars parce que les gisements n'étaient pas connus. Heureusement, Dieu merci, on a retrouvé les gisements de Kinsevere. Avant d'entrer en politique, j'ai vendu mes actions, mes parts. Et j'étais le seul Congolais à dire, je ne voudrais pas prendre le gisement de la Gécamine. C'est moi qui ai créé le premier contrat d'amodiation de la Gécamine. C'était avec un Congolais. Donc la mine appartient à la Gécamine. Donc le carré minier appartient à la Gécamine et non pas à Anvil Mining. Nous, on exploitait la mine avec Anvil Mining, mais en payant le produit. Mais la mine reste un gisement de la Gécamine. Mais les autres, la plupart sont entrés dans le partenariat. Et moi, je crois vaut mieux qu'on puisse regarder un peu ce partenariat si nous pouvons aller en amodiation. Parce que la mine reste une mine de la Gécamine. Et malgré tout ça, malgré tous ces efforts, comme je devais entrer en politique, je ne pouvais pas être jugé parti. J'ai décidé de vendre mes actions. Les gens ont parlé de 60 millions, 61 millions, ce n'était pas du cash. Mais vous savez ce qui est dommage? Aller à la bourse, aller cliquer, il y a des opérateurs étrangers qui ont vendu pour 2 milliards de dollars, on n'en parle pas. Mais pour un Congolais, c'était devenu tout un problème. Pour les 60 millions, on n'a pas vu l'investissement que j'ai mis là-bas. Si j'avais Kamoto, si j'avais des mines où il y avait une grande réserve, parce que Kinsevere c'était une petite mine, je serais très content aussi. Je pouvais négocier avec les partenaires pour 3 milliards de dollars. Dans les 3 milliards de dollars, même si je sortais 1 milliard pour aider mes frères congolais, ça pouvait quand même faire un plus au pays. Mais il y a des gens qui ont vendu nos mines, qui ont vendu pour plus d'1 milliard de dollars, 500 millions, 600 millions. Ce n'est pas un tabou dans notre pays parce qu'ils ne sont pas congolais. C'est là où j'ai dit, non, nous devons encourager les Congolais à entrer aussi dans des partenariats. Moi, je serais très content qu'on puisse, par exemple, à l'est du pays, là où il y a de l'or, là où il y a du pétrole, que les Congolais deviennent des partenaires aussi, qu'on crée des jeunes Congolais. Parce que ces jeunes Congolais, avec leurs milliards, où est-ce qu'ils vont investir? Ailleurs. Ils vont investir dans leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons le problème de la classe moyenne. Et quand vous regardez les carrés miniers, allez au Kami. Allez au Kami. Le cadastre minier. Le cadastre minier. Allez voir combien de carrés appartiennent aux Congolais. Combien de carrés appartiennent aux Congolais? Peu de carrés. Mais comme nous voulons aujourd'hui créer une classe moyenne, c'est aider aussi les Congolais à avoir des carrés miniers et à mettre un système bancaire en place qui fait aider ces jeunes Congolais aussi à faire la prospection. Il y a de cela 6 mois, je fais une très bonne production en Zambie, dans les émeraudes. Les Zambiens n'en parlent pas parce que je paye les taxes. Mais si j'étais ici au Congo,
on allait dire il est en train de détourner les émeraudes. Mais en Zambie, les Zambiens ont beaucoup apprécié parce que j'ai créé de l'emploi. Tous les gens qui travaillaient chez moi dans des mines ont eu de maisons, ont eu leurs enfants donc leurs enfants ont étudié. Ils ont fait des études et ils continuent à faire des études à cause de cette mine d'émeraude. J'ai 2 mines d'émeraude en Zambie qui continuent à travailler. Mais ici chez nous, si c'était ici chez nous, même vous le journaliste, vous allez dire, ah, Moïse Gatumbi exagère. Il ne faut pas qu'on cultive la haine dans notre pays. Donc pour moi le plus important aujourd'hui, madame, c'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Combien de jeunes vont devenir demain des milliardaires ou des millionnaires congolais? Merci, monsieur le gouverneur. C'est vrai que les difficultés, vous en avez parlé, entre autres, c'est le manque peut-être de solidarité pour qu'on construise ensemble, qu'on développe ensemble, qu'on crée cette économie ensemble. Ce qui nous amène d'ailleurs à la situation où on a beaucoup d'opportunités d'affaires en République démocratique du Congo, mais ce ne sont malheureusement pas toujours les Congolais qui les exploitent et qui en profitent. Mais est-ce que vous pourriez, d'ailleurs vous avez dit que vous voulez être un coach, donner quelques pistes à nos jeunes Congolais de possibilités d'affaires qui nous échappent ou qui sont là et dont ils pourraient profiter? Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Il y a d'abord la sous-traitance. Vous savez, si le nom de KTB a existé, parce qu'à l'époque d'Isaïr, il y avait la sous-traitance. C'est lors qu'on a créé avec la sous-traitance les forests, les Swanepoul, les établissements Chami, les Bemba Saoulona, c'est à cause de la sous-traitance. Vous voulez dire autour donc des activités de l'État? Autour des activités minières. Donc autour des activités minières. Aujourd'hui, il y a aussi plusieurs opportunités. Par exemple, le transport. Je parle du transport Lubumbashi, Afrique du Sud, Lubumbashi, Dar es Salaam. La SNCC est tombée en faillite en 1988 avec la chute de la GECAMI, parce qu'il n'y avait qu'une seule société. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, on a plusieurs sociétés. Des gens qui sont bien bâtis, le Freeport, tout ça. Si vous regardez les exportations du cuivre de 2006, moi je suis arrivé comme gouverneur en 2007, nous sommes passés de 18 000 tonnes de cathodes de cuivre par an à plus ou moins 750 000 tonnes de cathodes de cuivre par an. Ça fait 50 fois plus. 50 fois. Nous allons bientôt arriver à la fin de l'année à plus ou moins 1 million de tonnes. Nous dépassons déjà la Zambie pendant les 6 ans. Et le transport, je parle du transport. Là, je vous parle en tant qu'opérateur économique. Le transport, quand la SNCC existait, quand les infrastructures existaient, je remercie aussi en passant le gouvernement central parce qu'ils ont acheté des locomotives. Je remercie aussi la Banque mondiale. Quand les infrastructures existaient, quand les infrastructures étaient en bon état, la SNCC pouvait transporter que 400 000 tonnes de cuivre lent. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, voilà, il y a le monopole, tout ça, et je vais vous parler de ce monopole-là. C'est pourquoi je vais inviter les jeunes Congolais, inviter le gouvernement central à trouver des moyens pour créer des prêts, donner aux jeunes Congolais de venir faire le transport au Katanga. Nous recevons chaque mois plus ou moins 20 000 camions de transport. Et les miniers payent plus ou moins 1 milliard 200 millions de dollars. Par an? Par an. 1 milliard 200 millions de dollars. Rien que pour le transport. À part ce qu'ils payent à la SNCC. Je parle du transport, madame. Dans le 20 000 camions qui arrivent chaque mois, qui font un aller-retour chaque mois, il n'y a que 200 camions de Congolais. Vous avez dit 200? 200 camions. Sur les 20 000? Oui, ça fait combien pourcentage? C'est 1%, même pas, non? Au moins 1%. C'est moins d'un, c'est ça? Alors, 1%. Faites le calcul de 1% de 1 milliard de dollars. Ça fait 12 millions de dollars. Oui, tout à fait. Et le reste de l'argent de 1 milliard. Enfin, les 990. Non, c'est 1 milliard 200. Tout à fait. 1 milliard 188 millions de dollars. Oui, ça rentre où? À l'étranger.
à l'étranger. Moi, je crois que le gouvernement doit faire un effort pour qu'on puisse doter les jeunes Congolais aussi de moyens pour faire face. Je préfère l'année prochaine qu'on puisse avoir 15 000 camions de Congolais. Tout à fait, là, ça on aurait normal. créé une classe moyenne, il n'y aurait pas de la haine. Et c'est un seul secteur, une activité qui fait, faire rentrer un moyen. Je me suis lancé dans le transport. Quand j'étais en exil, j'avais créé la société Tigris, après qui était passé à Kuna Matata. Après, à cause de la haine, j'étais obligé de vendre la société. J'ai vendu la société à cause de quoi? La haine seulement. La haine. Il vous reste la carcasse du camion, là. C'est mon premier camion. Je vais vous donner la carte postale. Donc, j'ai commencé très longtemps. Moi, je crois, nous, en tant que politiciens, ces jeunes gens, ces jeunes entrepreneurs, si vous regardez la banque d'investissement pour les Congolais, faites le bilan. Combien, le FPI, FPI, combien d'argent on a donné aux Congolais et combien d'argent on a donné aux expatriés. Cette banque, c'est une banque qui doit servir la promotion des jeunes entrepreneurs congolais. Et heureusement, aujourd'hui, les choses commencent à changer. Et j'ai fait beaucoup de bruit sur ça. J'ai dit non, mais cet argent doit servir aux Congolais. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Il faudrait qu'on regarde le problème des taux d'intérêt. Parce que vous n'allez pas donner de l'argent à un jeune entrepreneur congolais avec le taux de 12% ou 15%. Ça va être très difficile. C'est un taux usurier parce d'ailleurs. qu'il y a la compétition aussi dans les affaires, donc il faudrait qu'on puisse réfléchir sur tout ça. Donc pour moi, il y a encore beaucoup d'opportunités. Il y a la sous-traitance et il y a aussi la sous-traitance. Quand je parle de la sous-traitance, les Congolais peuvent livrer le gasoil, les Congolais peuvent livrer de la graisse, les Congolais peuvent livrer du soufre, de l'acide, de la chaux, beaucoup de choses. Vous savez, les mines au Katanga aujourd'hui importent plus ou moins pour 4 milliards de dollars. Dans ces 4 milliards de dollars, s'il y avait au moins 50% de Congolais sur le marché de 4 milliards de dollars, c'est 2 milliards de dollars. C'est la moitié du budget national. C'est presque la moitié du budget national. Donc les Congolais, on aura plusieurs millionnaires et plusieurs milliardaires congolais. Donc il faudrait que nous puissions réfléchir. J'espère aux concertations, ils ont parlé de ce point-là aussi aux concertations. Peut-être prochainement, l'année prochaine, on aura aussi des millionnaires congolais. Kama niko na memoire ya bien inaweza kuwa vers tulitokaka mwile kwa kile kia zamani mu juillet ya 2011. Gouverneur pala tukutanishaka mwile buchafu tulikuya miri Mombaka ono ya bamama kama anaweza kutusaidia ko atuyengee ko msoko. Alichikaka anasema atakuyaka kwa kututembelea une semaine, kusema deuxième semaine atutumia ba ingénieur banakuwa banaetudie terrain yetu pakusema tufike kuma janvier ya 2012 alikuwa baisha kuisha. Tulinogiraka je crois le 25 février ya 2012 jomle balinogiraka insoko. De par karaktere yake makazi yako nafanya shii bakatanga tu kutoka vile sasa ni software tu Mungu anatumia naye. Ndio mtu akusage makosa yake. Mais kuvisi la population bakatanga en tout cas nous prendre Moïse comme si on a tout arraché bukari pameza. On va effectivement maintenant passer au thème suivant de vos caractéristiques, qui est le sens de la crédibilité. On en a déjà un peu parlé, et surtout du respect de la parole donnée. Parce que c'est donc un des aspects qui vous distingue particulièrement, notamment auprès du public et dans le monde des affaires. Je pense qu'on l'a démontré à Suez. Notamment avec les différents prêts que vous avez pu obtenir auprès d'une banque. Passer, retirer 2 millions de dollars, puis aller jusqu'à 12 millions de dollars de prêts. C'est-à-dire que vous jouissiez d'une crédibilité à tout assaut. Voilà, tout à fait. Tout comme effectivement le rôle que vous avez joué dans la session de la mine de Kinsey Véré, de la GK Mine à Anvil Mining, ou encore Christelle. Ou encore
lors des élections. En 2006, c'était d'ailleurs les toutes premières élections démocratiques qui se sont tenues au pays. Alors, le PPRD va s'appuyer littéralement sur votre crédibilité pour battre campagne. Et vous allez surprendre tout le monde pour une première participation. Vous arrivez en tête de liste, à record, avec près de 100 000 voix qui ont été acquises à votre cause. On l'a vu dans les différents reportages, ce qui a d'ailleurs consolidé votre image. C'est aussi le fait que lorsque vous donnez votre parole, eh bien, vous la tenez toujours et c'est une grande qualité. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire de ce sentiment que vous avez de toujours tenir parole? Vous savez, dans la vie, je peux dire la parole est sacrée. Quand vous donnez votre parole, il faudrait la respecter. C'est ça même la crédibilité. Quand je suis rentré d'exil, j'avais dit que j'allais construire un stade pour Mazembe, reconstruire un stade pour Mazembe. Et quand j'étais en exil, j'étais élu comme président de Mazembe quand j'étais en exil. J'avais donné ma parole aux supporters de Mazembe et j'allais ramener Mazembe en Coupe d'Afrique et j'allais amener 4 équipes du Congo en Coupe d'Afrique. Parce que j'avais donné ma parole. Donc quand on donne une parole, il faudrait la respecter et il faudrait savoir travailler. Il ne faut pas donner une parole si on ne va pas le faire. Il vaut mieux vous taire. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai amené Mazembe, je vous donne l'exemple de Mazembe, en quart de finale et en demi-finale, j'étais en exil. J'avais dit que j'allais construire un stade pour reconstruire le stade de Mazembe parce qu'on a recommencé à zéro. J'ai fait le stade de Mazembe. Partout où je me suis engagé, que ce soit avec mes partenaires, que ce soit avec mes banquiers, j'ai toujours respecté la parole. Vous savez, si vous respectez votre parole, madame, vous êtes plus riche que tout le monde. Parce que partout où vous allez, on vous respecte. Je suis allé prendre un prêt de machine à la société Bell en 1997. Ces gens sont encore vivants en Afrique du Sud. S'il y a les journalistes d'investigation, ils peuvent aller en Afrique du Sud. Je suis allé acheter des machines pour 7 millions de dollars en 1997. Et je dis, je ne veux pas prendre le risque seul. Parfois, il faut partager le risque. Dans les affaires, il faudrait aussi savoir partager les risques. Il faut être prudent quand on prend le risque. Je suis allé voir la société Bell. J'ai appris à mettre le costume quand je suis devenu gouverneur. J'étais toujours en jean, basket, tout ça. J'arrive voir la société Bell. Je dis, j'ai besoin de machines. C'était plus ou moins pour 7 700 000 dollars. Ils m'ont dit, Congolais, il faut payer cash. Et j'ai posé la question au directeur financier. Mais les Sud-Africains payent combien? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Je dis, non, les Sud-Africains payent 5%, et moi, je vais payer 10%. Si vous voulez faire les affaires avec moi, il faut respecter mes 10%. Ils m'ont dit, non, nous ne voulons pas. Je dis, monsieur, merci beaucoup, et au revoir. Les Sud-Africains vous payent 5%. Il faut aussi avoir la personnalité quand on négocie. Je vous paye 5%, je vous paye 10%. En sortant, le directeur m'a suivi. Ah, monsieur Katumbi. Je dis, oui. Il dit, revenez. Il dit, vous ne pouvez pas arriver à 50%. J'ai dit, non, pas du tout. Vous voulez 10%. J'appelle la Belgolaise, on vous fait un transfert de 10% et vous me donnez une année de remboursement. De délai pour le remboursement. Non, le délai pour le tout. Donc, dès le premier mois, je devais commencer à payer les intérêts. J'ai dit, vous me donnez 12 mois. Je vais rembourser pendant le 12 mois, donc on allait échelonner le prêt. Et ils étaient obligés d'accepter. Et 4 mois après, j'avais tout remboursé. Parce que j'avais de l'argent pour payer, mais il fallait d'abord voir le propriétaire, est-ce qu'il me fait confiance ou il ne me fait pas confiance. Dans les affaires, on doit se faire confiance. C'est comme dans une maison. Si votre femme ne vous fait plus confiance, c'est fini, vous êtes un homme perdu. Donc dans les affaires aussi, c'est comme ça. Alors, on doit se faire confiance. Dites-moi, gouverneur, quand on analyse un peu la manière dont vous traitez les affaires, ou plutôt la manière dont vous concevez les différentes affaires que vous avez,
apparemment, vous saisissez les opportunités. Il n'y a pour vous, en fin de compte, pour vous, il n'y a pratiquement pas de place pour la chance. Non, la chance, je ne crois pas. Il faut donner peut-être 1% ou 2% à la chance. Vous savez, la vraie chance, c'est quoi? Le travail et la tête. C'est le plus important. Si vous êtes un grand bosseur, vous avez une vision et vous êtes sérieux, vous avez la volonté. C'est ce qui compte dans les affaires. Mais la chance, là, c'est 1%. Parce que quand le bon Dieu a créé les humains, il n'a pas donné plus de chance à Moïse Katumbi qu'à madame ici. Non. Nous tous, on nous a donné de 2 bras, de 2 pieds, on nous a donné aussi les choses. Mais ça dépend dans les conditions dans lesquelles nous grandissons aussi. Est-ce qu'on a eu cette chance-là d'aller acheter le poisson de son grand frère quand j'étais plus jeune? Est-ce que la famille avait un peu de moyens? J'ai eu la chance d'être formé à partir de mon père, de mon grand frère. J'ai été formé en tout cas à 95% par mon grand frère. Moi, je crois que la chance ne compte pas. Ce qui compte, c'est le travail. Le sérieux qu'on met dans le travail, c'est le plus important. Eh bien, donc, nous allons lancer une série de questions. Nous allons commencer avec Maître Martin. Bonjour, monsieur le gouverneur. Je m'appelle Martin, avocat au barreau de Lubumbashi. Monsieur le gouverneur, vous avez fait une promesse en tant que président du tout-puissant Mazembe, et c'est pas de moindre. Vous avez promis de ramener une coupe au Katanga, un défi monstre. C'était en plus dans un stade plein à craquer, alors que plusieurs Katangais pensaient que c'était utopique. Qu'est-ce qui nourrissait votre optimisme? Donc au moment où vous faites votre promesse, vous savez déjà ou pas? Merci beaucoup. Vous savez, quand je fais la promesse... C'est aussi une prise de risque de la promesse. Oui, c'est une très grande prise de risque. Je suis rentré à la maison. Avant d'aller faire la promesse, j'avais réfléchi avant d'aller dire ce que j'ai dit. Je me suis dit, je vais me mettre au travail. Parce que la parole que je viens de donner, il ne faudrait pas un jour que les journalistes puissent prendre mes images pour dire, voilà, vous aviez promis ça, et voyons voir un peu vos réalisations. Donc, quand j'avais dit que j'allais amener la coupe, je devais travailler très dur. Je devais recruter les joueurs. Je devais augmenter les salaires des joueurs. Je devais chercher un entraîneur qualifié qui pouvait aussi faire face aux choses. Et je me suis dit, comme j'ai promis la coupe, il faudrait, parce qu'on avait un problème, au Congo on a des talents, mais ces talents ne sont pas exposés. Quand on allait au nord, c'était pour perdre tous nos matchs. Je me suis dit, non, je vais faire une tournée en Europe avec mes joueurs. J'ai amené mes joueurs, si vous avez une bonne mémoire, je sais que vous êtes en noir-blanc, vous êtes mazembien peut-être. Je suis allé en Europe avec les jeunes Mputu, je fais l'Angleterre, je fais l'Espagne, je fais la Belgique et je fais la France. Parce que je savais ce que je cherchais. Donc quand je dis quelque chose, quand je promets quelque chose, je dois travailler dur pour respecter la parole. Parce que c'est une parole donnée, une parole qui est donnée devient automatiquement une parole sacrée. Mais avant de la faire, parce que c'est une prise de risque, vous avez déjà une idée, vous savez que quand vous dites, vous savez déjà que vous pouvez le faire, ou bien, bon, comme vous êtes courageux, vous y arrivez. Non, c'était réfléchi. C'était réfléchi. C'était réfléchi. Et je me suis dit, est-ce que je peux mettre, comment est-ce que je peux calculer ces risques-là? Un, il fallait avoir le moyen. Deux, il fallait avoir la volonté, la discipline. Est-ce que, parce que parfois vous pouvez avoir le moyen, mais si vous n'avez pas la volonté et vous n'avez pas une vision, vous n'allez pas réussir. Donc j'ai pris ces risques-là ensemble et j'ai réfléchi, j'ai regardé le pour et le contre. J'ai dit, le pour, c'est bien si on gagnait la coupe, et le contre, c'est 90% parce que la population allait revenir. Mais c'est M. Moïse, il nous avait promis de ramener la coupe, il n'a pas ramené la coupe. Donc c'était très bien réfléchi de ma part et je me suis dit, je vous ai dit dès le départ, si je commence quelque chose, je dois terminer. Alors, donc j'avais la détermination, c'est le plus important aussi. La parole est accordée à Trésor pour sa question. Bonjour monsieur le gouverneur, je m'appelle Trésor. Bonjour Trésor.
Pourquoi prenez-vous le risque de promettre avec précision alors que les aléas existent? Oui, vous savez, c'est vrai, c'est des risques qu'on prend de promettre avec précision. Vous savez, dans la vie, Kiboué, vous êtes jeune journaliste. Si vous promettez à votre femme, je dis, je vais faire de mon mieux, tous nos enfants vont aller étudier à l'université de Lubumbashi. C'est un risque que vous prenez. Mais si vous n'êtes pas malin, si vous ne voulez pas que votre femme vous respecte, allez commencer à aller dans des boîtes de nuit à Kachobwe, allez vous amuser avec d'autres femmes. Mais un type sérieux, si j'ai dit mes enfants vont aller étudier autre chose, comme on est proche de la saison de pluie, je vais me chercher une houe, je vais commencer à cultiver. Donc, pour témoigner d'affection à mes enfants et à mon épouse, et dit le risque, c'est que je dis la parole que j'ai donnée à mon épouse, au lieu de produire 300 kilos de riz, je vais produire 2000 kilos de riz et mes enfants vont étudier. Donc quand je dis quelque chose, je dois d'abord peser mes mots avant de les dire. Il y a un adage qui dit, il faut tourner la langue 1000 fois avant de parler. Donc j'ai toujours tourné ma langue 1000 fois avant de dire quelque chose, et c'est le plus important. Moi je crois les risques quand vous promettez quelque chose, même quand le Christ promettait. Pourquoi le Christ a été respecté? Parce que tout ce qu'il promettait, il est réalisé. Mais si vous promettez des choses que vous ne les réalisez pas, en tout cas, faites votre bilan, vous êtes un homme perdu. Merci. Nous passons la parole à Laurent. Monsieur le gouverneur, moi c'est Laurent. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi. Monsieur le gouverneur, j'aimerais savoir comment peut-on arriver à se construire une réputation auprès des partenaires comme auprès du public. Merci beaucoup. D'abord, ce qui est important, je veux commencer avec le public. Il faudrait être humble, avoir ses pieds sur terre. C'est ça que j'ai appris aussi. J'avais ça. J'ai appris ça de ma mère, de mes parents. Vous pouvez demander à la population de Kachobwe. Si mon père était arrogant, ils peuvent vous répondre, ou ma mère, tout ça, ou ma famille. Et j'ai aussi complété cette éducation avec le fait Katumba Mwante. C'était un homme très discret. Et il y a beaucoup de gens qui croyaient que Katumba c'était un type très grand, très gros, mais c'était quelqu'un de bien très discret. Tout ça, c'est l'éducation de base. Et il faudrait aussi le respect du prochain. C'est le plus important. Parce que il y a deux choses dans la vie. Donner à quelqu'un l'argent et donner-lui le pouvoir. L'ivresse du pouvoir ou l'ivresse de l'argent. Il faudrait savoir équilibrer tout ça. Vous me voyez, vous êtes heureusement, vous êtes avocat. Vous avez entendu un jour que j'ai amené un avocat en justice ou j'ai amené des journalistes qui m'ont injurié en justice. Jamais. Parce que je me suis dit, je suis un humain comme tout le monde. Je dois continuer à vivre ma petite vie et je dois être jugé par la population. Et vous savez, la façon dont vous allez vivre avec la population, ça se répercute aussi dans le monde des affaires. Parce que nous, opérateurs économiques, quand je suis allé investir en Zambie, je ne connaissais pas les opérateurs économiques zambiens. Parfois, j'allais dans un match de football, je pose la question, comment est M. X? Il dit, ce type-là est malhonnête. Je pose à la deuxième personne la question, dans un match de football, comment est M. Z et M. X? Il dit, malhonnête. Sur 10 personnes, il y a 9 personnes qui disent que M. X est malhonnête. Mais lui-même, quand il passe devant le média, il est honnête. Alors, moi, en tant qu'opérateur économique avisé, je mets déjà une petite croix. Je dis, mon cher ami, on reste des amis, poliment, et que les affaires, on verra, tout ça. Et il y a la façon de parler. Mais dans les affaires, il faudrait le respect de l'autre et le respect de la parole. Il n'y a pas de secret. Le respect seulement de l'autre et le respect de la parole. Vous serez un grand opérateur économique un jour.
Donc, monsieur le gouverneur, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais malgré tout, il y a quand même une question, comme le disait très bien Christelle, qui est sur toutes les lèvres et que je suis obligé de vous demander, puisqu'on se demande tous ce qui va se passer après le gouvernorat. Alors, 2016, quel est votre programme? Resterez-vous pas seulement pour le Katangais, mais pour tous les Congolais? Serez-vous la relève de notre président, Joseph Kabila Kabange? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Les gens me posent cette question tous les jours. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Ce que je disais encore aux jeunes, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans notre pays. La reconstruction de notre pays, ce n'est pas seulement la politique. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous pouvons évoluer en tant qu'opérateurs économiques. Vous savez, dans des grands pays comme les États-Unis, c'est les opérateurs économiques qui aident les politiciens. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont très pressés parce que, nous ne sommes pas en 2016 et l'émission que nous sommes en train de faire est une émission pour encourager les jeunes Congolais à devenir de grands entrepreneurs un jour. Donc, moi, je vais dire ceci. Je fais ce que je puis faire en tant que gouverneur de province. Quand mon mandat sera terminé, je vais rentrer dans les affaires et je vais aider aussi les politiciens à aller de l'avant, donner ma petite contribution. Parce que vous savez, j'étais en train de dire, les gens croient que faire de l'argent, c'est rester en politique. Non. Si vous restez en politique, c'est très difficile de faire de l'argent. En politique, on donne vous donnez votre argent. Je crois, vaut mieux être dans les affaires, vaut mieux appeler beaucoup de jeunes Congolais au lieu d'être des députés ou d'être des politiciens, d'entrer dans le monde des affaires pour reconstruire notre pays. Et il faut être généreux dans la vie. Il faut être généreux dans la vie, il faudrait savoir partager. Et tout ce que vous faites dans votre vie, tout ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'éducation de base que vous aviez reçue de le bas âge dans votre propre famille. Parfois les gens me condamnent, non, il donne, il veut, c'est un vantard, tout ça, ce n'est pas ça. J'ai appris chez ma mère le partage et chez mon père le partage. Donc on apprend dans une maison. Si dans votre famille vous n'aviez pas appris à partager, vous pouvez monter au plafond et retomber. Vous ne saurez pas partager. Vous serez toujours quelqu'un qui va mourir égoïste dans sa vie. Ça sera donc Moïse Katumbi, Bill Gates et créateur d'emploi alors pour après. Non, vous savez, je préfère être Moïse Katumbi. Excusez-moi. Un petit enfant de Kashogo, c'est le plus important. Mais qui est allé loin. Merci. Excellence, Christelle. monsieur le gouverneur, merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Congo d'Excellence et surtout merci de nous avoir très chaleureusement accueillis à Kashogo. Nous sommes donc ici dans votre village natal et c'est d'ailleurs un voyage qui nous a permis de découvrir combien vous avez transformé un village en une véritable petite perle. Et ce fut donc un voyage très enrichissant, à la hauteur de notre hôte. Et je ne sais pas, je pense que peut-être vous auriez un dernier mot à donner à la jeunesse. Non, avant de dire un dernier mot à la jeunesse, je voudrais d'abord remercier tous les journalistes qui sont arrivés. Je voudrais remercier tout le groupe, prendre le risque de venir connaître notre petit village, le village Kashobwe. Et le petit conseil que je vais donner aux jeunes, dans la vie, il faudrait savoir dire non à la place de non et dire oui à la place de oui. C'est le plus important. Eh bien, nous vous remercions tous et surtout le public qui est venu. On est très heureux d'avoir pu rencontrer les habitants de Kashogo. On prendra encore le temps d'échanger avec eux. Merci aux intervenants et à leur contribution qui fut tout à fait productive. Et voilà, retrouvons-nous donc, chers téléspectateurs, très prochainement à nouveau pour un partage d'expérience, une réflexion sur les valeurs et surtout des échanges sur le parcours de réussite de nos différents invités. Cela se passera nulle part ailleurs que sur le plateau de Congo d'Excellence. Merci, à très bientôt. Merci, monsieur le gouverneur. Au revoir.